Une première question pour vous, monsieur Liermen, une question d'Édouard Dire. Puisque le matériel évolue et que les installations n'évoluent pas à la même vitesse, comment fait-on pour vérifier que les installations d'éclairage permettent de respecter les exigences de bien-être des travailleurs? Alors peut-être pour vous, Oui. Maxime Oui, Vanderham. c'est peut-être un point qu'on va évoquer justement en deuxième partie de matinée, au moins pour l'éclairage extérieur, mais qui sera applicable en éclairage intérieur. Et peut-être également avec notre collègue Céline, en début d'après-midi, on va présenter des moyens de contrôler justement la qualité d'une installation par rapport à un travail donné. Merci beaucoup, Monsieur Berger. Puisque vous avez parlé, Monsieur Lierman, d'injonctions contradictoires, de compromis, moi j'aimerais parler de vivre ensemble avec une question de Nathalie Guillemin. Comment concilier la santé et la sécurité visuelle des salariés et ce que chacun considère comme un confort personnel? Alors, un exemple, j'ai besoin d'un grand éclairage néon pour bien voir. Ma voisine de bureau préfère une petite lampe bien éclairante. On a tous vécu ces situations-là, avec un éclairage très tamisé, voire pas d'éclairage. Comment est-ce qu'on concilie les deux et avec les exigences de sécurité et de santé au travail? Il y a peut-être deux éléments de réponse. Déjà, parfois, est-ce que le problème évoqué d'éclairage est le vrai problème? Parce que parfois, effectivement, poser un diagnostic Oui. sur l'éclairage, ça nécessite de Oui. bien comprendre aussi ce qui a à voir avec l'ambiance de travail plus globalement. Et parfois, ce qui réémerge du point de vue des tensions sur les situations de travail peuvent se focaliser sur une question d'éclairage, mais recouvrir des champs très complexes. Donc il faut faire très attention quand on intervient dans une situation de travail, justement d'avoir cette approche un peu globale. Par contre, effectivement, l'élément important, c'est on a plutôt une approche de manière globale collective, un traitement collectif en matière d'éclairage. Et donc, on va travailler, par exemple, sur de la modulation en termes de conception, on va travailler sur la question de la modulation en termes d'éclairage possible sur un espace donné qui permettent justement d'avoir des variations et respecter justement à des sensibilités différentes. Alors ça a des limites bien sûr, mais en tout cas en matière de conception, on va plutôt essayer de travailler sur ce type d'approche-là qui permettent après à chacun de pouvoir faire varier justement en termes de modulation, par exemple d'intensité ou de niveau d'éclairage, et apporter des éclairages d'appoint qui permettent individuellement de pouvoir stabiliser en fin de compte les choses. Donc c'est un peu la logique globale, c'est plutôt d'avoir une approche collective qui permette justement de prendre compte de ces différences. Des desiderata personnels. Maxime Berger, j'ai écouté Maxime Vanderham tout à l'heure qui nous a dit un bureau n'est pas figé à vie. Vous nous avez dit que l'installation devait être adaptée aux tâches à réaliser, mais effectivement la vie d'une entreprise, elle bouge, on réorganise, on change des machines. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un éclairage qui était parfait à un moment T le soit tout au long de la vie de l'entreprise? Ça dépend de l'évolution du travail qu'il y a à faire dans cette entreprise. Si effectivement les postes de travail se déplacent, ça revient un petit peu à la question qu'on a un tout petit peu mis de côté tout à l'heure, mais il faut éventuellement envisager de réadapter un éclairage au nouveau travail qui sera effectué, peut-être déplacer des luminaires, peut-être changer des luminaires. Comme Maxime nous l'a dit, les textes réglementaires et normatifs indiquent très clairement comment quantifier, on va dire, une installation d'éclairage par rapport à un travail donné. Et si l'ancienne installation ne permet pas de satisfaire les nouveaux besoins, peut-être faut-il envisager des travaux d'adaptation. Donc si le travail évolue, si l'environnement évolue, je pense à l'éclairage en fait, c'est ça? Oui, il faut vérifier que l'installation d'éclairage permette de satisfaire une nouvelle tâche à réaliser. Bon, et si ce n'est pas le cas, il faut envisager peut-être quelque chose. Alors parfois le travail se déplace à la maison, c'est le télétravail. Oui. En télétravail, c'est une question de Bertrand Denis, en télétravail, le télétravailleur est-il tenu de prendre soin de son éclairage, monsieur? On est toujours tenu de prendre soin de son éclairage. Pardon, c'était peut-être pas... Je vous en prie. Allez-y, monsieur Berger, et puis monsieur Fourlierman tout à l'heure. Donc en télétravail, on est, j'imagine, plus facilement amené à travailler sur un ordinateur. Donc faire attention à la position de l'écran par rapport à la fenêtre. On évite de se mettre face à une fenêtre. Également derrière une fenêtre, devant une fenêtre. Idéalement une fenêtre
sur le côté pour éviter les reflets indésirables et comme on a dit tout à l'heure, un éclairage adapté aux tâches à faire. Donc ça va être la lecture, ça va être taper à l'ordinateur et ce genre de choses. Prendre une lumière de qualité qui ne fatigue pas et Ça sont des conseils, mais il n'y a pas d'obligation pour le télétravailleur. à ma connaissance, c'est peut-être une question piège. Je préfère ne pas m'avancer. Monsieur Lierman, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le télétravail? Le télétravail, on rentre dans la sphère individuelle, donc c'est quelque chose qui n'est pas simple, effectivement, et en particulier pour un employeur, en termes de limite de responsabilité, effectivement, et de mise à disposition des conditions de travail adaptées vis-à-vis du salarié. Donc, effectivement, il y a la possibilité d'essayer d'avoir une amélioration dans son espace personnel, mais ça reste quand même limité par rapport au champ d'action possible sur la sphère des lieux de travail, où là, effectivement, à la fois techniquement et en termes de responsabilité, les choses sont bien cadrées, quoi. J'ai vu que M. Berger s'était noté la question. Ça veut dire que vous allez chercher la réponse et vous nous la donnerez plus tard dans la journée. Je vais chercher, oui. Question pour vous, Maxime Van der Ham, de Céline Dubé. Comment calculer l'UGR? Alors, c'est l'indice d'éblouissement, hein, c'est ça que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Comment est-ce qu'on le calcule sur un lieu de travail? Alors, donc, c'est l'éblouissement d'inconfort, puisqu'il existe aussi l'éblouissement d'incapacité, mais qui est plutôt réservé à d'autres disciplines. Alors, il y a deux méthodes qui cohabitent sur le marché. Il y a une méthode un peu express, qu'on appelle la méthode tabulée. C'est un indice UGR qu'on va retrouver aussi dans les fiches techniques des luminaires. C'est un UGR un petit peu modèle, dans un local aux proportions parfaites, aux dimensions extrêmement rectangulaires et parfaites. Donc, en fonction des interdistances des luminaires, on a un UGR moyen. Souvent, il est rattrapé dans les fiches produits et qualifié comme UGR produit, mais in fine, l'UGR, le vrai, ne peut être fait que par un calcul précis à l'aide d'un logiciel de dimensionnement photométrique, Dialux ou Relux ou autre, où il va falloir implanter un point individuel, qualifier l'ouverture du champ visuel de la personne, la hauteur de son poste de travail, donc plutôt 1,20 m sur une position plutôt assise, et puis quantifier les ouvertures d'angle et définir toutes ces caractéristiques dans un logiciel, et là on aura le vrai UGR de la personne en situation de travail. Quel calcul? On fait appel à... Alors ça peut être fait par le maître d'œuvre du projet, l'architecte. Alors il peut être aussi fait au travers d'une étude photométrique, mais in fine, aujourd'hui il se calcule aisément dans des logiciels, mais on doit, alors d'où l'importance de bien maîtriser l'ergonomie d'un environnement, puisque c'est quand même une qualification individuelle de chaque poste. Et on peut moduler les caractéristiques. On a un UGR moyen qui existe sur le marché, mais qui ne vaut que dans des situations prédéfinies et prédisposées. Il a aussi ses limites, et les puristes le savent, le vrai UGR se calcule individuellement, poste par poste, et c'est avec des caractéristiques vraiment précises en fonction de chaque élément. Je pense notamment aux gens qui font du travail sur écran, c'est vraiment immensément important, c'est que vous avez une ouverture visuelle, une ouverture de champ qui doit être caractérisée, donc il faut faire attention, puisque quand on est sur 2 ou 3 écrans, on peut faire un balayage, et toutes ces dispositions de reflets de lumière par rapport au vitrage et autres vont rentrer aussi en compte dans le calcul de l'UGR. Donc c'est quelque chose d'aussi important, et je complète juste aussi qu'on a un peu l'homologue de l'UGR pour la lumière du jour, alors qui s'appelle le DGP, c'est un acronyme anglais, c'est un peu le frère jumeau de l'UGR, mais vis-à-vis de la lumière naturelle, comme le disait Maxime, trop de lumière naturelle, ça peut aussi nous éblouir, parce que toute la journée, on va chercher à baisser le store ou autre, et ça participe à une ergonomie générale aussi. DGP. Donc je peux avoir UGR avec mon écran d'ordinateur et DGP avec la fenêtre qui est juste derrière. DGP, ça va être finalement l'éblouissement dû par la lumière du jour. Merci beaucoup. Alors j'ai bien regardé la fin de votre présentation sur les normes. Vous avez parlé de la norme 12464 -1, c'est ça, c'est celle qui est relative -1, -2, tout à l'éclairage intérieur 2021. Elle est assez récente, cette norme-là. Est-ce qu'elle se suffit à elle-même pour bien dimensionner un éclairage intérieur? Elle peut couvrir tout le champ des possibles, mais elle reste aussi dans une approche normative plutôt quantitative et plutôt basique. Toutes les notions qui vont être d'ambiance, d'espace chaleureux, etc., ne rentrent pas forcément dans le champ des possibles de la norme. Alors, elle a, en 2021, en annexe, il y a une notion d'éclairement ambiant qui a été introduite, un petit peu la proportion moyenne de l'éclairage, mais
in fine, tout ce qui va être un petit peu sur le bien-être au travail n'est pas forcément pris en compte de manière intrinsèque dans la norme. On a des niveaux qui sont donnés, donc qui vont qualifier qu'on va remplir les conditions visuelles pour travailler, mais vous voyez, tout ce qui est un petit peu autour ne rentre pas forcément en compte dans la norme, et je pense que ça va l'être aussi au fil du temps, puisque quand même on parle dans cette norme de perception des couleurs, de la lumière du jour et autres, mais tout ce qui va être un petit peu sur l'ergonomie générale d'un poste de travail, on est un petit peu hors cadre. Elle reste quand même purement technique, on va dire. Éric Lierman, de façon générale, est-ce que la réglementation, les normes, la normalisation, elles sont suffisantes pour garantir une bonne prise en charge de la prévention et des risques professionnels? Alors, clairement, si on se base uniquement sur les aspects réglementaires pour concevoir un espace de travail et en matière d'éclairage, on risque de passer à côté de beaucoup de choses, quoi. Donc ça constitue une base effectivement minimale, mais très minimale, ne serait-ce que par exemple sur les niveaux d'éclairement. Le niveau d'éclairement sur un espace de travail, je crois qu'il est identifié autour de 120 lux dans le code du travail. Or, bien évidemment, justement d'un point de vue normatif et sur les usages réels, on voit que ce niveau d'éclairement, il est nettement insuffisant pour un certain nombre de tâches. Donc ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, il faut pas, en termes de conception, il ne faut pas du tout s'arrêter aux aspects réglementaires. Les aspects normatifs donnent un cadre beaucoup plus précis et un panel beaucoup plus intéressant, mais aussi, il est à regarder particulièrement au regard des besoins de l'usage réel, quoi. Donc ça veut dire que je pense qu'il faut confronter l'ensemble de ces données-là véritablement aussi aux conditions d'utilisation réelle et voire même faciliter des projets qui visent à tester, mettre en configuration, valider avec les opérateurs, avec les utilisateurs finaux, des ambiances qui correspondent mieux à leurs besoins et qui parfois ne sont pas forcément uniquement chiffrées. C'est des choses qui sont en termes de ressenti, de vécu, et donc qui dépassent largement la question du chiffrage à la fois réglementaire ou normatif, quoi. Allez, une dernière question rapide. On a bien compris qu'il fallait penser à ces questions d'éclairage dans la conception de locaux ou la réhabilitation de locaux. Est-ce qu'il y a un moment stratégique pour le faire? Alors, le plus tôt est le mieux, toute façon. Alors, c'est vrai qu'on a une étape stratégique qui est quand même la question du cahier des charges ou du programme, qui est, on va dire, la deadline pour penser véritablement, globalement, on va dire la conception des espaces de travail dans leur globalité, mais aussi en termes d'éclairage. Si les choses ne sont pas posées à ce moment-là, en termes de conception derrière, le maître d'œuvre n'a aucune obligation véritablement. Les maîtres d'œuvre sont en capacité de pouvoir porter, bien sûr, un regard en termes de besoins, mais en tout cas, le responsable en matière de réussite du projet, ça va être le maître d'ouvrage, et c'est lui qui porte. Donc il y a effectivement cette étape est une étape cruciale, mais je dirais que même en amont, on identifiait par exemple le fait d'être dans un projet de recherche de terrain. Là, on n'est même pas dans un cahier des charges, on est vraiment dans une recherche. Et là, du coup, c'est des étapes clés aussi qui peuvent avoir des conséquences après, derrière, en matière de choix de conception. Merci beaucoup, Monsieur Lierman. Merci beaucoup à Monsieur Van der Ham. Je dis merci à Maxime Berger, mais nous allons le retrouver dans un quart d'heure, puisque c'est l'heure de la pause maintenant. On va s'intéresser d'ici quelques minutes à l'éclairage artificiel et avec vous tout particulièrement, comment est-ce qu'on amène de l'éclairage sur un poste de travail. Vous nous parlerez également d'un cas pratique, une entreprise qui souhaitait savoir si sa zone logistique en extérieur de nuit était bien éclairée. Vous nous le direz tout à l'heure. Et puis nous parlerons de la réglementation énergétique et quid de la conception d'éclairage au regard de cette réglementation. Merci à vous, messieurs.